Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous cette semaine à votre émission Si tu le vis, c'est humain, c'est tout. Toujours un grand plaisir d'avoir avec moi pour la réalisation et l'animation de cette émission via le web, Monsieur Michel Langelier, intervenant psychosocial pour les proches aidants au Centre Action bénévole Gascon-Percé. Alors, tout d'abord, bonjour Michel. Bonjour, Mirko. Alors, ça va toujours bien malgré la situation, on garde le cap? Vraiment, c'est installé. Comme, tu sais, un rappel, je le dis à chaque semaine, nos bénévoles sont là, sont engagés dans la cause. Euh, Tous les services essentiels sont maintenus. Popote est maintenu. Les plats givrés qu'on offre, c'est des plats congelés. Habituellement, les gens venaient les chercher. Et là, on a des bénévoles pour aller les livrer. Si besoin, téléphonez-nous. Euh, on a des appels sécurisants. S'il y a des gens qui se sentent seuls et qui souhaitent avoir un petit contact quotidien avec des gens, appelez-nous. On a des bénévoles qui ont le goût de vous jaser. L'accompagnement médical, ça continue. Bien sûr qu'il y en a moins à cause du contexte, mais avec le déconfinement qu'on entend parler, il y aurait de plus en plus d'examens. Fait que rassurer nos personnes qu'ils auront accès à un transport comme à l'habitude. Euh, il y a aussi les services psychosociaux, comme on dit dans notre jargon à nous. C'est que, dans le fond, si vous avez besoin de parler à un intervenant, vous vivez des choses qui sont difficiles, euh, des états dépressifs, de l'anxiété, des troubles familiaux, des conflits, plein de choses. Fait qu'on est là pour jaser avec vous pour le moment et bien, éventuellement rencontrer les gens. Là. La patronne est en train d'essayer de voir les normes avec une espèce de paravent, une boîte, pour qu'on puisse, au moins, le plus rapidement possible, être en contact avec les gens parce qu'au téléphone, on intervient, mais c'est toujours préférable face à face, ça s'en vient. Fait que puis on a aussi les dépannages alimentaires qu'on offre toujours à l'année. Mais là, en situation de COVID, nos critères s'assouplit un peu pour vraiment venir en aide avec les gens qui ont des difficultés financières. Et si j'avais quelque chose à rajouter par rapport à ça, souvent, c'est des gens qui ont un job, tout ça, mais là, qui se retrouvent dans un creux. C'est des gens qui ont souvent des sous pour payer toutes leurs choses, mais là, ils en ont moins. Ils n'osent pas appeler parce qu'ils ont comme. Appelez-nous. On a beaucoup de denrées. Notre patronne est très proactive pour aller chercher le plus de sous. C'est ponctuel. C'est ça qu'il faut vous retenir les gens à la maison. C'est ponctuel, vos besoins. N'hésitez pas, on est là pour dépanner. Voilà, mon service qui continue et qui vont bien. En ce qui concerne, oui, les proches aidants, justement, en situation de COVID, c'est quand même une Ouais, situation particulière, là. j'ai perdu la fin de ta question, Mirko? C'est quand même une situation particulière en ce qui concerne les proches aidants dus à la COVID-19, bien sûr. Oui, exactement. C'est pas évident, hein, tout ce qui est, tu sais, là, on entend parler de déconfinement des personnes âgées, tout ça, mais moi, je fais des appels pour essayer de voir c'est quoi techniquement, concrètement. Et bon, on voit pas encore de changement. J'ai de la difficulté à comprendre un peu, mais bref, je vais en venir aux proches aidants parce que il y a des proches aidants que là, qui sont confinés à la maison avec leurs malades 24 heures sur 24. Ça, on a parlé un peu de ça la semaine passée. Mais il y a ceux aussi que le malade ou la personne aidée est en institution. Si c'est une personne qui est en perte d'autonomie physique, mais qu'elle peut, son cognitif, elle n'est pas dans des pertes cognitives, elle peut quand même avoir un contact téléphonique avec la personne malade. Mais imaginez une personne souffrant d'Alzheimer dans un stade avancé, c'est impossible pour le proche aidant d'avoir un contact téléphonique avec sa personne. Imaginez-vous euh, l'espace-temps, comment ça devient grand pour eux. Là, quand est-ce que je vais parler à mon malade, à mon mari, des fois, à ma soeur, à mon frère, bref. Mais là, les proches aidants intègrent tranquillement. Bon, c'est les institutions qui gèrent ça, mais on sait que là, il y a des proches aidants qui vont pouvoir aller voir leur personne. On sait aussi qu'il y a des gens qui sont là pour faire la communication, pour donner des nouvelles à la personne malade. Parce qu'au départ, les gens n'avaient même plus de nouvelles souvent. Tu sais. Fait que moi, si je vous parle de ça, c'est pour donner un peu d'espoir à nos proches aidants. Je sais, tu sais,
on voit beaucoup le portrait au Québec, dans le monde, au Canada. Mais ici, on a la chance d'être en Gaspésie. Tu sais, les horreurs qu'on a vues là, dans toutes les institutions, les CHSLD, tout ça, ça a frappé l'image collective. Hein? Moi, j'ai mon père avec qui j'habite, puis il regardait ça, puis tu sens qu'il y a le peur. Mais ici, là, c'est pas ça qui se passe. Tu sais, les gens sont comme bien. Je suis à peu près certain, tu sais, on ne peut pas affirmer rien à 100%, mais pour avoir travaillé dans le système, je sais qu'ici, on peut pas comparer avec ce qui se passe à Montréal. Bref, sont tous mobilisés au CHSLD pour donner des nouvelles aux gens et pour que ces malades-là ont des contacts humains le plus rapidement possible. C'est vraiment ce qu'ils souhaitent. Fait que proche aidant, j'allais dire lâchez pas. C'est facile à dire, mais continuez d'espérer. Vous êtes important. Puis, c'est normal que vous vous sentiez très, très impuissant en ce moment. Puis, on sait que bon, la culpabilité fait partie de l'être humain, mais de ma petite expérience, parce que moi, j'avais sous-estimé la part de proche aidant quand la personne est en institution. Moi, pour moi, un proche aidant, dès que la personne était en institution, ben, elle était peut-être plus proche aidant. J'étais naïf, mais là, j'ai bien compris que c'est un autre. Ça continue et c'est aussi intense pour le proche aidant. Fait que je parlais de culpabilité. Le proche aidant, pour lui, souvent, c'est facile de se sentir coupable. Sans, j'en fais pas assez, je pourrais en faire plus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais là, imaginez-vous, ils ne peuvent pas visiter leur malade. Même si on leur dit que ce n'est pas de leur faute, à cause du COVID, à cause de tout ce qui est en place, ils vivent de la culpabilité quand même. Fait que dans le fond, sont importants nos prochains aidants, il faut y faire attention. Puis, tout ça va se rétablir tranquillement. Puis voilà, il faut garder l'espoir. Essayez du moins. Puis de téléphoner avec nous si vous êtes fatigué, si vous avez des questionnements. On est là pour répondre. Je suis là parce que je suis au programme prochainement pour vous répondre et pour parler de tout ça. Depuis le début de notre collaboration dans le cadre de l'émission Si tu le vis, c'est humain, c'est tout, on commence à être habitué, c'est un peu une routine d'avoir un invité chaque semaine, un témoignage particulier. Et cette semaine, je crois que nous allons être vraiment privilégiés. Vous voyez le sourire, j'ai à peine à cacher ma joie de ce qui se passe présentement. On s'est dit justement, tu sais, dans nos chroniques, on a eu des gens qui sont dans le milieu communautaire, dans le réseau de la santé, qui viennent nous parler, eux, c'est quoi vivre le confinement, soyez positifs, tout ça. Puis là, ben, moi, je me suis dit, avec l'équipe du Centre d'action bénévole, mon Dieu, que ce serait bien d'avoir une personne concernée qui vit cette situation-là pour nous en parler. Et bon, un petit train pas loin, ma patronne a pensé à une personne, puis on l'a contactée, puis elle l'a accepté. On est très contents, puis c'est un privilège pour nous de l'avoir avec nous. C'est pas évident là, d'être à la caméra, puis hier, elle était à la radio, puis bon, c'est Mme Thérèse Boutin-Janil qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Alors, je vous laisse en compagnie. Bonjour, Mme Janil. Je vous laisse en compagnie avec Mirko. Puis, je suis derrière. Je regarde tout ça avec un plaisir et un grand sourire. Bonjour, M. Langelier. Bonjour. Donc, bonjour. Bien. Puis, est-ce que vous sentez... Vous voyez-vous, là, à la télé, là? Ben oui, je vous vois très bien. Oui, c'est bien. Bon, c'est pas... Moi, la première fois que je me suis vu à la télé... C'est la première fois que je vous vois parce que j'avais fait... Mais c'est pour ça que monsieur. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que moi, la première fois que j'ai vu, j'ai fait, mon Dieu, j'ai-tu un gros visage comme ça? C'est normal d'être un peu surprise. C'est M. Mirko qui va s'entretenir avec vous. Merci. Tout d'abord, encore une fois, merci Madame Thérèse Janil Boutin d'avoir encore une fois accepté cette invitation. On en discutait en préparation d'entrevue, c'est vraiment un grand privilège pour l'équipe de l'émission de pouvoir s'entretenir avec vous, d'autant plus que vous, Madame Thérèse, vous avez vécu une situation particulière de confinement en 1959 à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est bien ça? Oui, c'est parce que j'ai fait 10 ans de bénévolat. Je travaillé pour le temps antituberculeux. Et puis, il y avait beaucoup de personnes qui étaient au sanatorium.
comme j'étais immunisée contre la grippe, je pouvais rentrer au sanatorium sans difficulté. Alors, j'allais voir les gens parce qu'il y avait des gens qui étaient vraiment malheureux avec la tuberculose. Les docteurs ne voulaient pas y aller, mais ils me donnaient des prescriptions. J'ai fait des balles, j'ai fait des kermesses, j'ai fait des encons. On a leur acheté une maison à Savoyard, à la campagne, pour que ces gens qui étaient vraiment tuberculeux, bien malades, aillent se reposer à la campagne avec l'ambulance les portait, puis on leur faisait des cafés, ils mangeaient des gâteaux, ils mangeaient tout ce qu'ils voulaient, mais ils étaient heureux, ils étaient en plein air. Et après, ils retournaient au sanatorium, ça faisait de la peine, mais on ne pouvait pas faire plus, mais à eux, ça leur faisait plaisir. Et puis, c'était le gain des balles, des kermesses, c'est avec ça que je leur ai acheté une maison pour leur permettre d'aller au moins quelques jours l'été, parce que l'été n'est pas là en Saint-Pierre, mais dès qu'il faisait beau, ils montaient, c'était à 1 heure de la ville, dans la campagne, des beaux arbres autour, et puis ils pouvaient jouir de ce paysage en attendant de retourner au sanatorium. Alors, j'ai fait ça pendant 10 ans. Puis en 69, j'ai été décorée par le ministre de France, le président de la France, pour mon bénévolement à la cause, qui m'a donné un diplôme et une médaille pour mon dévouement à la cause de 10 ans de 10 ans de bénévolat. J'imagine que dans votre expérience personnelle de contact avec les gens qui avaient la tuberculose, oui, à ce moment-là, simplement le contact humain prenait une grande importance. De vous voir, j'imagine que c'était déjà un sourire qu'on pouvait voir dans leur visage, d'enfin pouvoir côtoyer quelqu'un. Puis la journée de Noël, j'avais fait appeler le Père Noël, puis un orchestre, puis j'ai offert un cadeau à tout le monde. Puis ils ne savaient pas qu'ils allaient avoir des gros cadeaux pour le Père Noël. Et puis, ils étaient tous réunis, ils avaient mis des belles robes de chambre, les messieurs qui étaient bien malades, s'étaient habillés en pyjama, tout ça. Puis chacun m'avait acheté une petite boîte de chocolat et un petit cadeau pour m'offrir. Alors, ça a été émouvant. Puis, j'aurais offert tous leurs cadeaux. Ils étaient tellement contents que le petit cadeau qu'ils m'ont offert a fait plus plaisir que moi, le plaisir que je pouvais leur faire. Vous, actuellement, le confinement, aujourd'hui, vous le vivez comment chez vous en ce moment? Ben, c'est un peu long. Je me lève à 8h30. Je déjeune. Après, ben, il y a du balayage, de la vaisselle à faire. Là, ben, j'ai des programmes à la télévision, j'écoute. L'après-midi, je vais sur ma galerie qui a été recouverte de plastique, qui fait beau, il fait 80 degrés à votre degré à vous. Et puis, je fais des mots croisés, puis des mots secrets. Là, Alors, j'ai mon café à côté de moi. Et après, ben, je rentre, je regarde encore une émission de télévision. Je n'ai pas de téléphone. Des fois, je téléphone à mes belles-sœurs le matin, à Lina Boutin, qui est ma belle-sœur, la frère de mon mari, la sœur de mon mari. Et puis à Diane, ma belle-sœur, Diane Boutin, la femme de Roméal. Puis là, c'est comme ça que ça se passe. Je ne fais pas de visite, je n'ai rien. On vient me porter 2 fois la popote, mais sur le bout du doigt, là, elle ne rentre pas. Moi, je vous passe l'enveloppe avec mon argent. Elle me donne mon sac, bonjour madame, puis on se parle 2 minutes, et puis c'est tout. Mais c'est long, très long. Est-ce qu'on peut dire que de se garder occupé, c'est une bonne solution parce que vous semblez effectivement occupé. Vous avez un horaire quand même qui semble être constant. Je n'en pense pas. Oui, le soir, à 7h30, je prends Internet. Je vais Internet, je joue à la belote avec 3 Français jusqu'à 10h30 le soir. Là, on se quitte. Puis quand manque une journée ou deux, là, j'ai des messages. On vous attend, qu'est-ce que vous faites? Ça fait 1 an que je joue avec les mêmes personnes à la belote. Et puis, dans 10h30, je quitte, je leur dis bonsoir. Puis là, il est temps d'aller se coucher. Mais les journées sont longues. Madame Thérèse, vous avez un âge respectable, mais tout de même, vous semblez être quand même à jour au niveau de la connexion Internet. Vous semblez être capable de naviguer. Félicitations d'être à jour au niveau de cette technologie-là aujourd'hui. C'est le principal. Je peux pas danser. Je ne pourrais pas danser comme j'ai dansé. Quand j'ouvrais les balles avec le gouverneur, j'étais en robe longue, là, je dansais, mais là, je ne peux plus. Mais je marche, il faut que je prenne des précautions quand même, parce que il y a 2 ans, je me suis cassé la colonne vertébrale à 55%. Et puis, ils m'ont envoyé en avion ambulance
Puis là, il ne faudrait pas que le ministre du gouvernement enlève ça parce que c'est très important. On avait une ambulance à Québec avec des infirmiers. J'étais 3 jours et puis ils m'ont fait une vertébroplastie. Ils m'ont percé dans la colonne vertébrale pour me mettre du plastique dans la 12e vertèbre. J'étais 3 jours à l'hôpital. J'ai eu l'opération sans anesthésiste à plat ventre avec trois neurologues. J'ai des spécialistes spéciaux qui ont opéré sur la télévision, comme je vous vois là, en même temps pour m'injecter ça dans la colonne vertébrale. Alors, j'avais eu une nez cassée la même journée, puis l'arcade sourcilière la même journée. Je suis tombée dans le salon, et puis 8 jours après, j'ai été voir le docteur. Mais jamais mal. Voilà toute une aventure que vous avez vécue. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux gens à la maison qui vivent ce confinement-là de façon difficile? Est-ce que vous auriez quelque chose à partager avec eux qui pourrait améliorer la situation? De se distraire. S'ils ont des dessins à faire des dessins, des communications. J'en ai fait un d'ailleurs pour le groupe de Chandler. Il m'avait envoyé un dessin puis une histoire à raconter. Écrire ou prendre un livre, celui qui... moi, je lis beaucoup. J'ai beaucoup de livres, je lis beaucoup. Avez-vous fait mon mandat là? Oui. C'est Cindy qui apparaît là pour voir. On remercie Cindy qui nous a aidé beaucoup avec toute la possibilité de vous voir à l'écran, ainsi que Jean-Denis. J'en profite à ce moment-là. Ça fait plaisir, M. Michel, parce que je croyais que c'était... j'ai confondu avec le monsieur qu'on avait vu quand on avait été chercher des repas il y a quelques temps, ma belle-sœur. Je suis contente de vous Je comprends maintenant. Je vous parlais, mais je ne vous connaissais pas. Ça me fait plaisir. Mais on va se rejaser et dans un avenir à rapprocher, on va se voir. Je m'en fais un devoir. J'ai hâte de vous voir et de jaser avec vous. Dans le fond, ce que j'entends dans ce que vous nous dites, c'est malgré tout, il faut continuer d'avoir un horaire, une routine de vie. Puis ce que j'entends surtout, c'est que même si on n'est pas dans la communication face à face, vous êtes beaucoup dans la communication téléphonique ainsi que sur les réseaux sociaux par toutes sortes de moyens. Moi, ce que je retiens de ce que vous me dites, c'est important de continuer de communiquer, même si on ne peut pas le faire face à face. Le soir, je communique avec ma famille sur Internet parce que je suis la 13e de 19 enfants. J'ai beaucoup de neveux et nièces. Puis tout le monde me parle, on se parle. On s'inscrit, on parle, on s'inscrit, on s'écrit. Et puis, j'ai beaucoup de nouvelles de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je vois les films de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je suis le poste 203 que je ne manque pas parce que c'est un poste vraiment agréable, surtout des beaux romans. Et puis là, je vois tout ce qui se passe à Saint-Pierre-et-Miquelon tous les jours. Alors, je vais laisser le plaisir à Mirko de conclure avec vous. Puis à bientôt, Madame Janil. Puis merci encore. C'est moi qui vous remercie énormément. Plaisir. Et prenez soin de vous. Et ne vous confinez plus. Mais gars, je vais en profiter pour ajouter quelque chose. Tu sais, des fois, on a des images des personnes âgées. Hein? Vous brisez tout le cliché négatif, les tabous qu'on envers. Vous êtes quelqu'un de vivant, d'allumé, de moderne. Vous êtes moderne. Et je quitte là-dessus. C'est Mirko qui conclut avec vous, Madame Janil. Bye-bye. Merci beaucoup, monsieur. Et puis, que tout le monde prend courage. Et puis, essaie de s'en sortir, soit en sortant en fait autour de votre maison, si vous ne voulez pas ailleurs. Moi, mon jardin est grand, là. Je peux aller voir mes arbres qui poussent, mais il y a encore du progrès à faire. Bon, alors, je vous remercie bien de m'avoir intervenu, de m'avoir interprété votre gentillesse. Et puis, ça m'a fait plaisir, au moins, de connaître quelqu'un d'autre. Ça fait 32 ans que je suis en Gaspésie et je connais presque personne. Voilà. Madame Thérèse, ça a été un véritable... Merci, monsieur. Oui, ça a été un véritable privilège de pouvoir discuter avec vous, Madame Thérèse. Vous êtes un exemple en soi là, de ce qu'il faut faire en temps de confinement. Et effectivement, c'est vraiment, là, on voit là, que vous êtes une personne là, extrêmement intéressante à connaître. Je crois là, qu'il va falloir garder le contact suite à cette entrevue-là. C'est vraiment, là, on gagne à vous connaître. Et est-ce que vous permettez qu'on dise votre âge, Madame Thérèse? Vous me dites mon âge? Oui. 90 avec quelques mois.
Ben, félicitations, c'est beau de voir des gens là, d'un âge respectable qui sont si accessibles et si gentils que Je suis vous. enfant de 19, je suis une 13e de 19 enfants dans ma famille. Ben, merci. Ma mère est morte à 94 ans et elle a eu 19 enfants. Et c'est vraiment l'époque des familles nombreuses. Merci beaucoup, Madame Thérèse, et je laisse la conclusion à mon ami Michel, comme à l'habitude. Donc, à toi, Michel. C'est moi qui vous remercie, M. Jean-Denis Lapin. C'est la première fois que je vous vois, mais ça me fait plaisir de connaître du monde de Grande-Rivière, Sainte-Thérèse. À bientôt, Mme Jeannie. Là, je vous appelle plus tard. On se parle dans la journée ou demain. À bientôt. Merci beaucoup. Vous êtes bien aimable. Bonne journée à tout le monde. Bye. Au revoir. Bon, ben comme on voit Mirko, hein, qui de mieux placé qu'une personne qui le vit pour nous. On dirait que ça a plus de frappe, hein, de force de frappe, d'entendre les moyens que quelqu'un utilise. On dirait que ça rentre plus dans notre cœur. Bref, on dit si tu le vis, c'est humain, c'est tout. Moi, j'ai été ému de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est humain d'être ému et je l'assume complètement. Alors voilà, tout ça pour dire que, bon, si on en vient à la semaine prochaine, dans un autre ordre d'idée la semaine prochaine, on s'est dit, quand on a recruté les bénévoles au départ, on nous disait, hey, ça va être difficile de trouver des bénévoles. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on a eu beaucoup de demandes, mais entre autres d'une jeune fille de 21 ans qui s'est beaucoup impliquée depuis, elle touche à la popote, au transport. Elle s'appelle Camille Delbar-Picard. Fait que moi, je me disais, ce serait intéressant de voir, elle, bon, tout d'abord, pourquoi ça lui tente de faire ça, qu'est-ce que ça lui apporte, mais surtout, qu'est-ce qu'elle observe sur le terrain. Fait qu'elle, elle va nous transmettre un peu qu'est-ce qu'elle observe chez les aînés et tout ça. Fait que je trouvais que c'était une bonne idée. Puis on va jaser aussi, ben, on a parlé aujourd'hui de culpabilité, on va revenir un petit peu là-dessus. Aussi, j'entends souvent des gens dire, ben, mon Dieu, je pleure beaucoup, je ne suis pas forte. On va revenir sur ces notions-là de peut-être qu'on est fort quand on réussit à pleurer et à exprimer ses émotions. Bref, on a du beau un terrain fertile encore pour une belle pratique la semaine prochaine. Bien, voilà. C'est ce qui va conclure l'émission pour cette semaine. Un grand plaisir toujours de collaborer avec toi, Michel. Moi aussi, mon cher. Merci beaucoup.